le Noël de la famille Lefebvre était un véritable exercice de consommation théâtrale, avec un sapin coûtant plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens et cette certitude étouffante qu'ils savaient ce qui était le mieux pour tout le monde, et surtout pour moi. Je me tenais dans un coin, vêtu d'un simple pull et d'un jean, observant Clémence faire étalage des clés de sa nouvelle Mercedes tandis que son mari Thibaut se vantait de sa dernière acquisition technologique. À 36 ans, j'avais appris à occuper l'espace silencieusement, étant présente mais professionnellement quelconque aux yeux de tous. Ma mère, Béatrice, m'a interpellée depuis l'autre bout de la pièce, me convoquant comme une domestique pour demander plus de vin, le bon Bordeaux, et non cette piquette de supermarché qu'elle exécrait tant. Assise ici avec mon café, regardant le monde défiler, je suis frappée par le peu que nous savons réellement des personnes qui nous sont les plus proches. D'où me rejoignez-vous aujourd'hui et que dégustez-vous? J'attends toujours avec impatience vos anecdotes dans les commentaires. Mais revenons à ce dîner de Noël et à la nouvelle que mon père était si impatient de partager. Je me suis levée sans dire un mot, car la détermination avait toujours été mon plus grand atout, bien que dans cette maison, il prenait mon silence pour de la soumission. J'ai marché vers la cuisine, mes pas résonnant sur le parquet massif qui avait probablement coûté plus cher que mon premier appartement. Je pouvais les entendre derrière moi, leur voix formant un chœur synchronisé de suffisance. Le rire de Clémence était tranchant, comme du verre brisé, alors qu'elle murmurait quelque chose à Thibaut sur mon vague petit boulot de consultante et sur le fait qu'il était dommage que je ne puisse pas m'offrir une vraie voiture. Dans la cuisine, j'ai sorti la lourde bouteille de Bordeaux du cellier. Par la fenêtre, j'ai regardé la lueur de la lune accrocher le capot de ma Volvo de 8 ans, garée dans la rue, reléguée au trottoir pour faire de la place à la Ferrari de mon père et à la Mercedes de ma sœur. Pour eux, cette voiture était le bilan comptable de mes échecs, mais pour moi, c'était un fantôme, la couverture opérationnelle parfaite qui me permettait de me déplacer dans Paris sans escorte de sécurité quand j'avais besoin d'être invisible. Je suis retournée au salon et j'ai versé le vin d'une main qui ne tremblait pas. J'étais l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille, payant la facture émotionnelle pendant qu'ils dépensaient ma dignité comme de la petite monnaie. Ma mère a pris le verre sans même me regarder. Mon père, Jean-Pierre, se tenait près de la cheminée, à 67 ans, il se comportait toujours comme s'il était dans une salle de conseil d'administration, prêt à liquider un concurrent. Il s'est raclé la gorge et la pièce est devenue silencieuse car il était temps pour une présentation officielle. Ta mère et moi avons pris une décision exécutive concernant ta situation immobilière, a annoncé Jean-Pierre. Il n'a pas demandé, il n'a pas consulté, il a rendu un verdict. Quelque chose de froid et de clinique s'est installé dans mon estomac. Je me suis assise, sirotant mon café bas de gamme que j'avais préparé moi-même. Ma situation immobilière, ai-je demandé doucement. Cette villa à Saint-Cloud, a dit Béatrice en agitant la main comme pour chasser une mouche, celle que tu n'utilises jamais et qui reste là depuis 3 ans à accumuler la poussière et à gaspiller des capitaux propres. Elle est stagnante, elle est inefficace, a ajouté Jean-Pierre. Elle n'est pas vide, ai-je répondu d'une voix égale, je l'utilise chaque fois que je suis dans la capitale. Tu n'es jamais à Paris, a rétorqué Clémence en s'adossant dans sa chaise de designer, tu es toujours en déplacement pour le travail, si on peut appeler ça comme ça, à faire Dieu sait quoi en tant que consultante dans des pays du tiers-monde. Cette maison reste vacante 340 jours par an, c'est un embarras pour le portefeuille familial. Nous l'avons vendue, a dit Jean-Pierre, sa voix résonnant de fierté, et nous en avons tiré un excellent prix, 5 200 000 €, bien au-dessus de la valeur du marché. L'acheteur voulait conclure rapidement, alors nous avons géré toute la logistique. La pièce a semblé basculer. Il n'avait pas seulement franchi une limite, il l'avait démolie. J'ai regardé le café dans ma main. Vous avez vendu ma maison sans me demander mon avis. Ne sois pas si dramatique, Mathilde, a dit Jean-Pierre en consultant sa montre, tu as signé cette procuration limitée il y a 2 ans pour que je puisse gérer les taxes foncières et l'entretien pendant que tu étais en mission dans ces pays reculés. Je l'ai simplement utilisée pour valider une affaire trop belle pour être refusée. Après les frais de clôture et notre commission de gestion de 25%, ce qui est standard pour notre expertise, il te restera environ 3 900 000 €. Nous aurons un chèque pour toi d'ici le nouvel an. Une commission de gestion, ai-je répété, le mot ayant un goût métallique dans ma bouche.
Nous avons fait tout le travail, Mathilde, a expliqué Béatrice en me parlant comme à une enfant qui ne comprendrait pas le concept d'une tirelire. Nous avons trouvé l'acheteur, structuré la société civile immobilière et géré la signature. Dans le monde réel, les gens sont payés pour leur expertise. Tu devrais nous remercier, nous avons transformé un actif stagnant en capital liquide. C'était le piège de la normalisation de la cruauté. Dans leur monde élitiste, je n'étais pas une personne avec des droits ou une carrière, j'étais un actif sous-performant. Parce que je n'étalais pas ma richesse, ils supposaient que je n'en avais pas. Parce que j'étais utile et silencieuse, ils m'avaient déshumanisée en une ligne comptable qu'ils pouvaient échanger. Ils ne voyaient pas une fille, ils voyaient une faille juridique. Je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé pourquoi, j'ai juste posé ma tasse avec précaution et regardé la vapeur s'élever de mon café bon marché. La colère n'était pas bruyante cette fois, elle était clinique. Je me suis frotté les yeux, non pas pour invoquer le regret, mais pour chercher la clarté. Ce n'était pas une rupture familiale, c'était un bilan, et il venait de contracter une dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. À l'autre bout de la pièce, Jean-Pierre était déjà sur sa tablette, les yeux brillants alors qu'il calculait les 1 300 000 € de frais de gestion qu'il siphonnait de ma vie. Il avait l'air si suffisant, si certain de son propre génie, ignorant qu'il comptait une fortune qui venait de devenir une responsabilité pénale fédérale. Je les ai regardés trinquer avec le Bordeaux que je venais de verser, et dans ma tête, leurs rires ont commencé à résonner comme un compte à rebours numérique. C'était le regret silencieux de l'observateur, la tragédie de leur aveuglement. Pendant des années, je m'étais tenu à la périphérie de leur vie, soutenant les murs pendant qu'ils se moquaient des fondations. J'avais été l'investisseuse silencieuse de leur famille, fournissant une compassion qu'ils avaient surexploitée pendant des décennies. Ils pensaient être les titans de l'industrie, les gardiens élitistes du nom Lefebvre, mais ils vivaient en réalité sur un abonnement que je payais moi-même. En 2022, quand la firme de Jean-Pierre perdait tout son argent pendant la crise du marché, ce ne sont pas les relations de Clémence ou le statut social de Béatrice qui ont arrêté l'hémorragie, mais un prêt-relais anonyme provenant d'un fonds privé, mon fonds. Quand Clémence a eu besoin de cette caution pour son mariage démesuré, celui qu'elle m'a jeté à la figure, les fonds sont apparus sans nom attaché. J'avais passé 4 ans à essayer de les protéger, gardant mon monde secret non pas par honte, mais parce que ma position exigeait une distance qui les maintenait en sécurité. Les inscrire comme administrateurs sur le trust de la propriété de Saint-Cloud avait été un geste de confiance, un filet de sécurité au cas où mon travail dans le renseignement de haut niveau tournerait mal. Maintenant que ce trust était un actif stagnant à leurs yeux, ils avaient décidé de le liquider. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, mon pouce survolant une application sans icône, un lien direct vers le terminal fédéral sécurisé. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas demandé de permission. À exactement minuit 3, j'ai initié le protocole de secret. L'écran brillait d'une lumière bleu froide, un autre genre de lever de soleil fait de faits et de chiffres. J'ai enregistré la violation non autorisée d'un actif de l'État et j'ai signalé la transaction comme une compromission d'un centre de renseignement classifié. J'ai regardé la barre de progression défiler sur l'écran, une exécution silencieuse de jugement. Mon père a levé les yeux de sa tablette, croisant mon regard, et m'a adressé un signe de tête condescendant, comme s'il était fier de moi pour avoir enfin accepté ma place dans son monde. Je ne lui ai pas rendu son sourire, je l'ai juste regardé avec le détachement clinique d'un auditeur fermant un compte. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait, ils étaient juste confortés dans la conviction que j'étais trop faible pour arrêter de jouer le jeu. Mais ce soir, l'abonnement était résilié. Les heures suivantes furent une leçon magistrale de relations publiques déguisée en inquiétude maternelle. Je n'ai plus interagi avec eux à table et ils ont pris mon silence pour un drapeau blanc. Au moment où j'ai rejoint mon appartement opérationnel sécurisé que je gardais en ville, mon téléphone vibrait déjà avec la première vague du tribunal des réseaux sociaux. Ma mère, Béatrice, avait publié une mise à jour familiale sur Facebook, une photo soigneusement mise en scène du sapin de Noël avec une chaise vide au premier plan. Sa légende était un chef-d'œuvre de manipulation passive-agressive, affirmant que certaines personnes oublient qui les a élevées et priant pour la clarté et la maturité. La section des commentaires se remplissait déjà de sympathie de la part de son cercle social, me qualifiant de méchante ingrate. Il ne voyait pas une fille dérobée de 5 millions d'euros, il voyait une mère sainte accablée par un enfant ingrat.
C'était l'escalade stratégique destinée à m'isoler avant que la réalité juridique ne s'installe. Puis est venu le message de groupe où Clémence menait la charge, ces messages arrivant en rafale d'arrogance, me disant que je réagissais de manière excessive pour une maison que je n'utilisais jamais et que je devrais être reconnaissante que notre père m'ait obtenu plus de 2 millions. Thibault a ajouté son grain de sel, son ton dégoulinant de la même condescendance qu'il utilisait pour discuter des startups en faillite, qualifiant mon comportement d'enfantin et exigeant des excuses pour le désordre que j'avais créé pour mes parents. Assise à mon bureau, la lueur de l'écran éclairant le tableur que je construisais, je n'ai répondu à aucun message. À la place, j'ai pris des captures d'écran de chaque message, de chaque publication, de chaque mensonge public. Pour eux, c'était une dispute familiale, pour moi, c'était de la saisie de données. Chaque insulte était une entrée dans le grand livre de leur intention malveillante. Ils redoublaient d'efforts sur le récit de mon incompétence pour justifier leur cupidité et le vol d'1 300 000 €. Ils avaient besoin que je sois un échec car si j'avais du succès, alors ils étaient des criminels. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient épuisé pendant des années, et maintenant le compte était clos. Je les ai regardés construire leur tribunal sur un fondement de sable, ignorant que la marée montait déjà. Il ne restait plus de tristesse en moi, seulement la précision froide d'un auditeur. Dans mon ordinateur, l'écran brillait d'un lever de soleil fait de chiffres et de l'arrivée imminente de la surveillance fédérale. J'ai ignoré les vibrations de leurs discussions de groupe frénétiques. J'avais passé 4 ans à maintenir un profil bas à Paris, séjournant dans ma résidence désignée à Saint-Cloud que ma famille pensait être juste une maison vide. La transition du drame personnel à la réalité professionnelle fut instantanée. C'était l'escalade professionnelle où le conflit passait d'une présentation de salon à un incident de sécurité nationale. Ma ligne sécurisée a vibré et la voix du directeur de la sécurité fut brève. Il m'a informé que la transaction non autorisée concernant la propriété de Saint-Cloud avait été signalée par le système de surveillance. Il m'a rappelé ce que mes parents avaient commodément ignoré. Cette propriété était une installation classifiée de haute sécurité, un hub conçu pour la manipulation de données sensibles, protégées par la loi et enregistrées auprès de l'État. Légalement parlant, cette maison était une extension de la propriété fédérale. En la vendant à un groupe d'investissement privé pour 5 200 000 €, mes parents n'avaient pas seulement dépassé les bornes, ils avaient facilité une brèche dans la sécurité nationale. Les services de sécurité diplomatique et les agents fédéraux étaient mobilisés immédiatement. Ce n'était plus une question de maison, mais de transfert non autorisé d'un actif sécurisé de l'État. Des agents étaient déjà en route vers l'appartement de mes parents à Neuilly pour sécuriser les administrateurs et saisir toute la documentation. Mon téléphone a vibré à nouveau avec la révélation finale, l'audit sur la société Meridian Property, l'acheteur, était terminé. Mon père les avait qualifiés d'investisseurs intelligents, mais Meridian n'était pas un groupe de spéculateurs immobiliers, c'était une société écran liée directement à un cartel énergétique étranger. En exécutant cette vente, mes parents avaient involontairement facilité un acte d'espionnage industriel, remettant les clés d'un hub de sécurité à un adversaire étranger. Le 1 300 000 € qu'ils comptaient si fièrement n'était plus de l'argent volé, c'était officiellement le produit d'un crime contre l'État. À 9 h du matin, le dénouement n'est pas arrivé par un cri, mais par le craquement rythmique des pneus de 3 SUV noirs s'arrêtant devant l'entrée privée de notre résidence de Neuilly. Jean-Pierre et Béatrice étaient encore dans leur robe de chambre en soie, savourant les restes de leur égo de Noël, quand la confusion s'est transformée en une peur aiguë. « Mathilde, qu'est-ce que c'est que ça ?» a hurlé Béatrice, sa voix atteignant ce ton frénétique qu'elle utilisait quand le personnel était en retard. « Il y a des gens sur la pelouse, appelle ton bureau et règle ça immédiatement avec ton petit boulot au gouvernement. » Je n'ai pas bougé, j'ai juste fini mon café. La porte d'entrée a été franchie et l'agent spécial Walsh est entré dans le salon avec une autorité qui fait paraître la vieille fortune pour de la fausse monnaie. Jean-Pierre a essayé de convoquer son personnage de grand patron pour intimider les agents, mais Walsh ne l'a même pas regardé, elle s'est tournée vers moi avec un hochement de tête professionnel. « Madame la sous-secrétaire, le périmètre est sécurisé. Nous avons les mandats pour la saisie de tous les appareils électroniques et dossiers bancaires associés à la vente non autorisée. » Le silence qui a suivi était absolu, c'était le son d'un héritage qui s'évapore. Jean-Pierre a laissé retomber son bras,
le verre de jus d'orange de Béatrice s'est brisé sur le marbre. Ils me regardaient, puis les agents, puis moi à nouveau. Pour eux, j'étais la freelance ratée, mais la réalité leur sautait aux yeux sous la forme d'un badge fédéral. Sous-secrétaire, a chuchoté Clémence depuis l'escalier, sa robe de designer ressemblant soudain à un déguisement. Mathilde, s'il te plaît, a dit Jean-Pierre, sa voix se brisant, son arrogance remplacée par une mendicité pathétique, nous ne savions pas que c'était une erreur, nous rendrons l'argent, dis-leur que nous sommes une famille. Je me suis approchée de lui, sentant le poids clinique de 4 ans de secret et de 30 ans de mépris. La famille ne vend pas ta maison sans demander, Jean-Pierre. La famille ne prend pas 1 300 000 € de commission sur ta vie. Tu as violé la loi parce que tu pensais en savoir plus sur mon monde que moi. Tu as agi sur un fantasme où j'étais le maillon faible, maintenant je choisis la réalité. Alors que les agents les escortaient vers les SUV pour interrogatoire, je les ai regardés réaliser que leur statut social n'était que des actifs stagnants face au protocole de sécurité nationale. 6 mois plus tard, la poussière était retombée sur une distance permanente. Mes parents étaient sous le coup d'une mise à l'épreuve de 2 ans, leur licence professionnelle suspendue et leur réputation à Deauville était inexistante. Clémence et Thibault étaient coupés de la fortune familiale saisie pour payer les amendes. Je n'ai pas célébré leur chute, car la comptabilité ne nécessite pas de joie, juste un équilibre. J'ai été nommée ambassadrice peu après la clôture de l'enquête. Debout sur le balcon de ma nouvelle résidence, regardant une ville où mon travail comptait vraiment, j'ai ressenti une paix qui n'avait rien à voir avec leur approbation. J'ai réalisé que tant d'entre nous passent leur vie à attendre que leur famille reconnaisse leur valeur, mais votre valeur n'est pas un actif que les autres peuvent échanger ou un abonnement qu'ils peuvent résilier. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, souvenez-vous que le pardon n'est pas toujours une question de réconciliation, c'est parfois le seul moyen de se libérer de la dette de leurs attentes. Vous n'avez pas besoin de leur permission pour être lumineux, vous avez juste besoin du courage d'arrêter de jouer un rôle dans une histoire conçue pour vous garder petit, car la souveraineté de l'âme est le seul succès qui dure.